Bonjour chers élèves, bienvenue dans la suite des corrigés de tous les anciens sujets du baccalauréat option sciences maths, partie électricité, des sujets intéressants également pour les élèves de l'option PC. Bien, je suis à la partie 3 sur N, je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre cette partie-là. Dans cette partie, je vais corriger 2019 rattrapage et 2018. Donc, j'ai déjà corrigé 2021, 2020 normal rattrapage, 2019 normal et on va enchaîner avec 2019 rattrapage et 2018. Bien, donc voilà le sujet. Si vous vous rappelez, 2019 session normale, c'était deux condensateurs en parallèle. Là, c'est exactement le même problème, mais avec deux condensateurs en série. Bon, on va dans la valeur de R1, la valeur de R2. Donc voilà R1, voilà R2. On va dans C2. C2 est égal à 4 microfarad. On va dans la valeur de l'inductance de la bobine, 0,2 Henry. Et sa résistance interne, c'est 10 ohms. Première partie, on va s'intéresser au dipôle RC. Donc on va mettre l'interrupteur en position 1 et on va suivre l'évolution de la tension UAB au bord de T. C'est quoi la tension UAB? C'est la tension au bord de C1 en série avec C2. Tout ça, les deux condensateurs. D'accord? Donc c'est exactement vous allez faire comme si vous avez un seul condensateur avec une capacité, la capacité équivalente de deux condensateurs en série. Les questions, c'est toujours classique, l'équation différentielle. On va dans la solution, déterminer I0 et alpha. Et à partir de la courbe qui montre UAB en fonction du temps, déterminer la valeur de E, la valeur de C1 et quelle est la valeur de la charge Q1 du condensateur C1. Donc à partir de cette courbe, vous allez déterminer quoi? D'abord, avant de parler de la solution, on peut déterminer deux choses. On peut déterminer la valeur de IC en régime permanent et bien sûr taux qui est égal à 0,2 secondes. Bien, commençons d'abord par le corrigé de cette partie. Bien, donc voilà, puisque je vais mettre l'interrupteur en position 1, cette partie n'existe pas, je peux l'éliminer. Donc là, je suis exactement dans le cas d'un générateur qui va charger les deux condensateurs qui sont en série. Quelle est l'équation vérifiée par UAB? Bon, la loi d'activité des tensions, vous avez E. E va être partagé entre la résistance et les deux condensateurs. Donc E, c'est RI ou bien U de R1 plus UAB. Et UAB, c'est Q sur C1 plus Q sur C2, la tension UAB, ou bien Q fois C équivalent. Donc je vais représenter les deux condensateurs en série par un seul condensateur équivalent. Et vous savez que lorsque les condensateurs en série, la capacité équivalente, c'est C1 fois C2 sur C1 plus C2. D'accord? Donc UAB, c'est cette tension-là, plus celle-là. Donc c'est Q sur C1 plus Q sur C2. Deux condensateurs en série possèdent la même charge. Équation différentielle vérifiée par UAB. Bon, là, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'introduire ça, parce qu'on vous dit l'équation vérifiée par UAB. Donc, je vais juste exprimer I en fonction de D de Q sur D de T. Donc là, ce qu'il faut comprendre, que la charge, si vous avez ici la charge moins Q, vous avez ici plus Q, là vous allez voir moins Q, là vous allez voir plus Q. Deux condensateurs en série possèdent la même charge. Donc vous avez ici, I c'est D de Q sur D de T, c'est égal à C fois D de AB sur D de T. Mais à condition de mettre C équivalent. Donc vous travaillez comme si vous avez un seul condensateur de charge Q moins Q et de capacité C équivalent. C équivalent. Donc I, c'est C équivalent dérivé de UAB sur D de T. Donc là, vous pouvez oublier ça pour le moment. D'accord? Je vais revenir après. Donc, ça revient à une équation différentielle classique. E est égal à RC du AB sur D de T plus UAB. À condition de comprendre que ce C, c'est la capacité équivalente des deux condensateurs en série. Bien. Voilà l'équation différentielle, on va dans sa solution, c'est E0 facteur de 1 moins exponentielle alpha, faites attention ici, des fois on vous donne moins alpha, des fois plus alpha, donc s'il n'y a pas de signe moins, il faut être sûr que vous allez trouver un alpha négatif. Exprimez I0 et alpha, donc classique, vous cherchez la dérivée et vous remplacez dans l'équation différentielle.
Voilà la dérivée, je remplace dans l'équation différentielle, je mets l'exponentielle alpha t en facteur, donc ce terme va être égal à 0 et ce terme doit être égal à 0. Donc si ce terme est égal à 0, ça veut dire alpha c'est moins 1 sur RC équivalent. Si ce terme est égal à 0, simplifions par RC équivalent, ça veut dire U0 est égal à E. Voilà, donc c'est classique pour le moment, d'accord? Donc faites attention, des fois on vous donne plus alpha, des fois on vous donne moins alpha, des fois t sur alpha, des fois moins t sur alpha. Donc vous êtes sûr ici que alpha va être négatif et alpha ce sera l'inverse de la constante du temps. Donc alpha est égal à 1 sur, moins 1 sur RC équivalent. Or C équivalent c'est C1 C2 sur C1 plus C2. Donc 1 sur C équivalent c'est ça, avec le signe moins bien sûr. Et 0 est égal à E. Donc voilà comment on détermine alpha et E. Maintenant, on détermine la valeur de E. Là, on revient à la courbe. Vous voyez que si t tend vers l'infini, bien sûr, ce terme tend vers 0 parce que alpha est négatif. Donc, AB égale à I0. Et d'après la courbe, la tension en régime permanent, c'est 24 volts. Donc, E est égal à 24 volts. U0. Valeur de C, il faut revenir à la pente, à la constante du temps, pardon. Vous avez taux égal à 0,2 secondes, toujours d'après la courbe. On sait que taux c'est moins 1 sur alpha, qui est égal à R1, voilà 1 sur alpha. Donc l'inverse, ce sera R1 C1 C2 sur C1 plus C2. Ou bien que je peux écrire R1 1 sur C1 plus 1 sur C2. Hein, c'est la même chose. Ou bien vous remplacez ici C2 par 4 et vous allez déterminer. C'est à vous de choisir la méthode la plus simple. Donc pourquoi j'ai remplacé ça? Parce que vous savez que 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2. Voilà, et je calcule tout de suite 1 sur C1 plus 1 sur C2, en remplaçant R1 par sa valeur, taux par sa valeur, n'oubliez pas. Donc taux c'est en secondes, donc il n'y a pas de problème. Donc 1 sur C1 est égal à ça, petite application numérique, ça vous donne 2 microfarads. Quelle est la charge de Q1? Vous voyez bien, on vous dit la charge du condensateur Q1, mais en fait, on va voir que lorsque deux condensateurs sont en série à la tawali, ils possèdent la même charge. La charge de Q1, c'est la charge de Q2, c'est la charge du condensateur équivalent. Donc, il suffit d'écrire UAB, c'est Q sur C équivalent. Donc, Q est égal à C équivalent fois UAB. Donc, Q de T, c'est C1, C2 sur C1 plus C2 fois E facteur de 1 moins exponentielle alpha T. Donc, ça, c'est la charge en fonction du temps. Bien. Voilà, si vous avez deux condensateurs en série, si l'armature est chargée avec moins Q, celle-là avec plus Q, celle-là va être avec moins Q, hein, parce que la charge de cette partie doit être nulle, ils sont isolés, donc la charge totale doit être nulle, donc vous avez plus Q, moins Q, plus Q. Et le condensateur équivalent doit avoir exactement la même charge, moins Q, Q. Donc la Q, c'est la charge du condensateur C1, c'est la même que la charge de C2, c'est la même de C équivalent. D'accord? Lorsque vous avez deux condensateurs en série, ils possèdent la même charge. Ce qui est l'inverse. Si vous avez deux condensateurs en parallèle, C1 va être chargé avec Q1, C2 va être chargé avec Q2. La capacité équivalente va être chargée avec Q est égal à Q1 plus Q2. Ce qui est commun ici, c'est la tension. La tension au bord de C1 égale à la tension au bord de C2 égale à la tension au bord de C équivalent. Donc voilà ces deux remarques. Bien. Donc voilà la charge Q1 en fonction du temps. Donc vous voyez bien que Q1 c'est Q2. Ça aussi c'est égal à Q2 de T qui est égal à Q de T, la charge du condensateur équivalent. C'est la même. Bien, voilà, on a terminé avec la charge du condensateur. On va passer à l'étude des oscillations électriques dans le circuit RLC. Cette fois-ci, une fois que les régimes permanents établis, on va mettre l'interrupteur en position 2. Équation différentielle vérifiée par U2. Ensuite, en considérant la pseudo-période égale à la période, montrer que C1 égale à 2 microfarads. Ensuite, pour entretenir, vous voyez bien qu'on a un régime oscillatoire amorti. Pour entretenir les solutions, on va introduire un générateur qui va compenser les pertes par effet Joule. Donc, pour avoir un régime non amorti, déduire la valeur de K. Donc voilà, je vais corriger partie par partie. Donc, je vais étudier les oscillations électriques dans le circuit RLC. Bien.
Donc voilà le circuit. Donc là, on met l'interrupteur en position 2. Donc j'élimine la première partie. Équation différentielle vérifiée par U2, c'est-à-dire la tension au bord de R2. Classique, hein? La loi d'activité de tension. U1 plus U2L égale à 0. U1, c'est Q sur C. U2, UL, c'est R fois I plus L D de I sur D de T. Et U2 est égal à R fois I. Voilà. Donc je remplace U1 par Q sur C. U2, je le laisse parce que je cherche l'équation vérifiée par U2. Et ici, je remplace I par U2 sur R. Donc, ce sera petit r sur R2 fois U2 plus L sur R2, D de U2 sur D de T. Mais là, j'ai Q. Donc, chaque fois que vous avez Q et on vous demande la tension vérifiée par I ou bien par U, il faut dériver ces termes-là. Donc, je dérive cette équation par rapport au temps. Il va me donner la dérivée de Q par rapport au temps. D de Q sur D de T, c'est I. Et I, c'est U2. Donc, ça va me donner U2 sur R2, ce terme. Ensuite, D de U2 sur D de T, je vais le mettre en facteur de R2R sur... donc voilà, je commence par ce terme, hein, en multipliant tout ça en même temps par R2 sur L. Donc il va vous donner D carré de U2 sur DT carré. Si je multiplie ce terme-là par R2 sur L, ça va vous donner R2 plus petit r D de U2 sur D de T. Et si je multiplie ça par R2 sur L, donc R2 fois I, c'est U2. Et il va me rester LC. Donc ça c'est L. Ça c'est L. L fois C. Voilà l'équation différentielle. Bon, ça c'est classique aussi. En considérant période égale à pseudo-période, vérifiez la valeur de C1. Toujours la courbe, on peut déterminer la période. Vous pouvez vérifier ces 4 millisecondes. Donc C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L. Ça vous donne effectivement 2 microfarads. Bien. Maintenant, on veut entretenir, comme vous avez vu dans la courbe, les oscillations ou bien le régime et les pseudo-périodiques. L'amplitude diminue au cours du temps parce qu'il y a des résistances, donc il y a des pertes d'effet Joule dans les résistances. Pour entretenir les oscillations, je vais introduire un générateur dans le circuit qui fournit exactement la même énergie qui est perdue par effet Joule. Et on vous dit, trouvez la valeur de K de telle façon que EG est égal à K fois I. Donc, je reviens à l'équation différentielle. U de C plus U de R2 plus U de L est égal à K fois I, est égal à EG. Voilà. Je remplace ici I par U2 sur R. Voilà. Il me reste K sur R2 fois U2. Je factorise U2 dans ces trois termes-là. Pour avoir un régime oscillatoire amorti, il faut que ce terme soit nul. Bien sûr, puisque pour ce terme qu'il soit nul, il faut que R2 plus petit r moins K soit égal à 0. Et vous vérifiez facilement que K égale à 42. Tout ça, c'est des questions vraiment standards. Étude des oscillations forcées. Maintenant, on revient à un circuit RLC et on vous dit voilà un GBF, un générateur basse fréquence, qu'on a mis en série avec une résistance, une bobine, un condensateur et une résistance. Je veux visualiser par l'oscilloscope la tension au bord de la résistance et la tension au bord du GBF. Où je dois mettre la masse, où je dois mettre l'oscilloscope. Eh bien, d'abord, il faut mettre la masse entre la résistance et le générateur, obligatoire, hein, pour visualiser I de G et I de R en même temps. Et il faut mettre la résistance à côté du GBF. Comme ça, si j'envoie ici vers la voie 2 de l'oscilloscope, je vais visualiser la tension en ce point par rapport à la masse, 0. Donc, ça va me donner directement la tension au bord du GBF. Si je visualise la tension dans l'autre voie de l'oscilloscope, je visualise la tension toujours par rapport à la masse et je visualise I de R. Bon, faites attention, si jamais on vous donne par exemple un GBF ici, la résistance, le condensateur, la résistance, ici la bobine, et on vous dit on veut visualiser I de R, il faut inverser, il faut ramener la résistance ici, amener la bobine là. Hein. Il faut toujours que les deux dipôles soient à côté si je veux visualiser la tension au bord de deux dipôles par l'oscilloscope. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on observe dans le schéma qu'on vous donne? Donc, le schéma, on vous donne que la tension au bord de la résistance, la U de R et la tension au bord du GBF sont en phase.
Quand est-ce que la tension au bord de la résistance et du GBF sont en phase? Ça veut dire qu'on est à la résonance. Et à la résonance, l'impédance se réduit à grand R plus petit r. Il est réel. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? Je peux déduire la tension UR max, la tension au bord de la résistance maximale et la tension au bord du GBF maximale, que je vais noter U dans la suite. Donc, je peux déduire le courant maximal qui est U de R max sur R. Et si je connais aussi U du GBF max. Donc, je peux déduire grand R plus petit r sur grand R, c'est-à-dire 1 plus petit r sur grand R. Et donc, je déduis que petit r est égal à ça. Donc, U, c'est la tension maximale au bord du GBF. Vous pouvez vérifier, c'est 5 volts. C'est la plus grande. Et la plus petite, c'est la résistance, c'est 4 volts. Et petite application numérique vous donne 10 ohms. Quelle est la puissance moyenne dissipée par effet Joule? Bien sûr, vous savez que la puissance moyenne, c'est la partie réelle de Z fois la tension efficace au carré. Donc, la puissance moyenne, c'est la partie réelle, c'est grand R plus petit r. La tension efficace, c'est la tension maximale divisée par racine de 2. Donc, au carré, c'est I max au carré sur 2. Voilà, ça vous donne cette expression. Je remplace petit r, grand R par petit r, ça me donne 50 fois 16 divisé par 2 fois 40 fois 40, ça vous donne 0,25 watts. Je enchaîne avec l'examen 2018. Donc toujours, la première partie, c'est un dipôle RC. On va donner ici D de U sur D de T en fonction de U de C. Bon, on va donner la valeur de la résistance, c'est 2 kΩ. Établir l'équation différentielle, vérifier que C égale à 10 nanofarad. Et on considère le rendement énergétique comme étant l'énergie électrique divisée par l'énergie fournie par le générateur. Et on vous donne cette expression fournie par le générateur. Je vous montre comment on arrive à ça. Déterminer la valeur de ρ. Mais on ne vous demande pas de le démontrer, on vous le donne. Donc la première chose ici, c'est de voir que la courbe, il faut arriver à montrer que D de C sur D de T est égal à une constante K fois U de C avec K c'est négatif. A plus B, donc ou bien A fois U de X plus B avec A, c'est négatif. Donc vous voyez bien, c'est une droite. Donc ça, c'est AX, Y est égal à AX plus B. Y, c'est D de UC sur D de T. X, c'est U de C. Ça, c'est déjà mettre ça dans l'idée. Dans votre idée. Donc voilà, je réponds tout de suite à la première partie. Donc l'équation différentielle, je pense que tout le monde le sait. E égale à RC D de UC sur DT plus U de C. Quelle est la valeur de E et de C? Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? D'abord, je dois déterminer l'équation de D de UC sur D de T en fonction de UC. Et toujours à partir de l'équation différentielle. Bon, vous voyez bien que D de UC sur D de T, je ramène UC de l'autre côté. C'est moins UC, je divise par RC, c'est moins UC sur RC plus E sur RC. Donc, vous voyez bien que Y est égal à AX plus B. Avec A, c'est moins 1 sur RC et B, c'est E sur RC. Donc, la pente, c'est moins 1 sur RC. Donc, je reviens sur la courbe, je prends 2 points et je calcule la pente. Je prends ce point par exemple, il a coordonné 0,30. Ce point, il a pour coordonnées 6, 0. Et donc, vous voyez bien que 0 moins 30 divisé par 6 moins 0, ça vous donne moins 30 sur 6. Et ça vous donne moins 5, 10 puissance moins 4. Donc, ça, c'est la pente. Vous voyez bien que la pente est négative. Donc, je trouve RC égale à 2, 10 moins 5. Or, je connais la valeur de R qui est de 2 kg. Donc, je trouve bien C égale à 10 nanofarad. Bon, j'ai utilisé la pente. Donc, vous avez AX plus B. On peut deux paramètres importants. Le paramètre A qui est la pente et le paramètre B. C'est quoi B? C'est Y. La valeur de Y. Y est égal à AX. Y est égal à B si X est égal à 0. Ça veut dire si U de C égale à 0. Voilà. Je trouve que D de UC sur D de T doit être égal à E sur RC. Voilà, à E sur RC. Or, je connais E, je viens de calculer C. D'après la courbe, c'est 30, 10 puissance 4. Et RC, je viens de le déterminer. Donc, je peux déterminer E est égal à 6 volts. D'accord? E sur RC, c'est 30, 10 puissance 4. Je le détermine. Voilà cette valeur-là. C'est 30, mais ne pas oublier que chaque carreau correspond à 5, 10 puissance 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, ça donne 30, 10 puissance 4. Ne pas oublier ce terme. Voilà, je connais ce terme
d'après la courbe. Donc, je peux déterminer E égale à 6 volts. Rendement énergétique. On définit le rangement, c'est tarif mu'arraf, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur divisé par l'énergie fournie par le générateur. Et ça, on vous le donne. EG, c'est C fois E au carré. Donc, l'énergie emmagasinée en régime permanent, c'est 1 demi C au carré. EG, c'est C au carré. Donc, le rendement, c'est 0,5, 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le générateur fournit une puissance électrique, 50% est emmagasiné dans le condensateur, 50% est perdu par effet Joule. En fait, pourquoi EG égale à C au carré? Voilà la démonstration. Donc, vous avez la loi d'Ohm ou bien la loi d'additivité de tension vous dit E égale à RI plus I de C. Si vous multipliez par I chaque terme, vous allez avoir E fois I, c'est RI carré plus C fois I de C, D de UC sur D de T. Je multiplie par D de T partout. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'énergie fournie par le générateur pendant D de T. Ça, c'est l'énergie perdue par effet Joule. Et donc, soit elle est perdue par effet Joule, soit elle est emmagasinée dans le condensateur. Donc, l'énergie fournie par le générateur depuis T égale à 0 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à la charge complète du générateur, c'est E, je remplace I par sa valeur. I, c'est E sur R exponentielle moins T sur taux D de T. Vous calculez cette intégrale-là entre 0 et l'infini et vous allez trouver CE au carré. Si vous n'avez pas encore fait l'intégrale, notez cette partie. Une fois que vous avez fait l'intégration, vous allez comprendre pourquoi c'est C au carré. Mais là, on ne vous demande pas de la démontrer, on vous la donne. Pas de problème. Bien. Deuxième partie, l'étude de la réponse d'un circuit RL à un échelon de tension. Donc là, il ne faut pas avoir peur si vous voyez la diode. Donc là, la diode, puisqu'elle est parfaite, idéale, elle va jouer le rôle exactement d'un interrupteur. C'est comme un interrupteur, ni plus ni moins. Donc on vous donne E égale à 6 volts, R1, R2 égale à 10 kΩ. Hein, donc je vais effacer un petit peu. R2, c'est 10 kg. Voilà. Petit r, la résistance de la bobine, c'est 20 ohms. On ferme l'interrupteur K, voilà, et établir l'équation différentielle vérifiée par I, déterminer la valeur de la résistance R1 et vérifier que L égale à 0,3. Lorsque le régime est permanent établi, calculer la tension au bord de la bobine. Donc tout de suite, voilà une courbe. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette courbe? Je peux déduire le courant en régime permanent, qui est 50 mA, et je peux déduire taux qui est égal à 2,5 millisecondes. Bien. Bon, équation vérifiée par I, je passe, circuit RL classique. Quelle est la valeur de R et de L? Voilà, à partir de la courbe, je peux déduire le courant en régime permanent. Et en régime permanent, I égale à une constante, donc D de I sur D de T égale à 0. Donc, vous voyez bien que I permanent, ça sera E sur grand R1 plus petit r. Donc, R1 est égal à E sur I permanent moins petit r. On vous donne I, on vous donne I permanent d'après la courbe, on vous donne petit r. Donc, je trouve R1 égale à 100 ohms. Voilà, la courbe me permet de déterminer taux et I permanent. Donc, taux, c'est L sur petit r plus R1. Et je vérifie bien que L égale à 0,3. Quelle est la valeur du L au régime permanent? Donc, je vous rappelle qu'une bobine d'inductance L de résistance petit r est équivalente en régime permanent à une résistance. Donc, pourquoi? Parce qu'en régime permanent, I est égal à une constante D de I sur D de T égale à 0, I de L égale à RI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez une bobine idéale qui n'a pas de résistance, d'inductance L, il va être quoi en régime permanent? En régime permanent, il va être remplacé par un fil, c'est-à-dire R égale à 0. Donc là, il faut faire attention. Bien, cette remarque est faite, je reviens. I de L en régime permanent, c'est une résistance. Donc ça, la tension au bord de la bobine, ce sera petit r fois I permanent. Donc ça sera 20 fois 50 moins 3, c'est 1 volt. Bon, valeur de I, juste après la fermeture de l'interrupteur, bien toujours comprendre que la bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assure la continuité de I. Donc tout de suite, juste après l'ouverture de l'interrupteur plutôt, donc ça veut dire on va passer dans la deuxième partie, donc on était en régime permanent, donc après le régime permanent, juste à T égale à 0 plus, le courant doit rester égal à sa valeur de régime permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a la bobine qui assure la continuité de I. Bien.
Voilà, en fait, j'ai répondu à cette question. Donc, quelle est la valeur de l'intensité du courant juste après l'ouverture de K? Voilà, j'ai justifié la réponse. Maintenant, 2, en se basant sur l'équation différentielle vérifiée par I lors de la rupture du courant, déterminer à t égale à 0 la valeur de d de I sur d de t. Voilà une question intéressante. Et celle de la bobine au bord de la tension au bord de la bobine. Ensuite, justifier pourquoi on branche une diode et un conducteur ohmique dans le circuit au moment de l'ouverture de l'interrupteur. Bien. Donc, j'ai déterminé le régime permanent. Maintenant, d de I sur d de t est égal à 0. Je reviens toujours. Donc, je dis, une fois qu'on a passé dans l'autre position de l'interrupteur, le courant c'est égal à E sur R1 plus petit r. Donc, la loi d'additivité de tension, donc U de R plus U de L, ça c'est l'équation différentielle. R1 plus R sur L fois I plus R2, je divise partout par L égale à 0. Donc, D de I sur D de T va être égal à voilà, R1 plus petit r plus R2 sur L fois I permanent. Donc, D de I sur D de T est égal à 0 plus. Je remplace tout simplement chaque terme par sa valeur. Donc, je prends l'équation différentielle. Je ne l'ai pas faite. Donc, c'est l'équation différentielle, bien sûr, ici. Hein, je reviens, voilà. Si on est ici, ça va vous donner tout simplement, hein, vous avez ici le courant I, vous avez U de R plus U de L plus U de R2 égale à 0. Voilà. U de R2, U de L. Et voilà, donc on le retrouve D de I sur D de T, c'est moins 353 ampères par seconde. Courant divisé par le temps. Bien, la valeur de UB à T égale à 0 plus, la tension au bord de la bobine. La tension au bord de la bobine, c'est le courant fois I permanent plus L D de I sur D de T. Au D de I sur D de T, on vient de le calculer, c'est moins 353. Donc ça vous donne une tension de la bobine qui est 105 volts, c'est énorme. Hein? Donc rôle de la diode, donc pour éviter, on met une diode et une résistance R2 parce que vous voyez bien qu'on a un phénomène de surintensité. Hein, vous avez une variation de courant énorme hein, par rapport au temps, moins 353. Et vous avez aussi une tension de la bobine qui devient importante. Donc pour éviter ces phénomènes de surintensité et de surtension, on introduit la résistance et la diode. Bien, je passe à la troisième partie. Bon, je reviens d'abord sur l'énoncé. Vous avez le circuit RLC en régime forcé. On vous donne cette fois-ci l'impédance en fonction de la fréquence. Et vous voyez bien que l'impédance, il passe par un minimum. Et vous savez dans votre cours que le minimum de l'impédance correspond à la fréquence de résonance. Bien, on vous donne la valeur R3. L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant la variation de Z. On vous donne racine de 2, on vous donne pi carré, déterminer la fréquence de résonance, calculer la capacité C1. On note I0 la valeur maximale de l'intensité efficace. Attention, c'est efficace maximale. Donc c'est mal, on peut avoir une confusion avec Imax, mais c'est Imax efficace. Et pour I est égal à I0 qui est la valeur maximale divisée par racine de 2. I0 c'est la valeur maximale de l'intensité efficace du courant dans le circuit. Et pour I est égal à I max sur racine de 2, trouver la valeur de l'impédance Z du circuit. D'accord? Et ceci va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la bande passante. Bien. Voilà. Résonance, Z est minimum. Donc tout de suite à partir de la courbe, on va faire la lecture. Cette fréquence sur la courbe, vous vérifiez, c'est 500 Hz. Bon, la valeur de C, vous savez qu'à la résonance, vous avez LC oméga 0 au carré est égal à 1. Oméga 0, c'est 2 pi fois F. Donc, tout de suite, C, c'est 0,33 microfarad. Eh bien, quelle est la relation entre Z petit r et R3? Donc, à la résonance, on sait que la tension maximale est égale à Z fois le courant maximal. Et à la résonance, Z se réduit à sa partie réelle. C'est R3 plus petit r. Pour I égale à I0 sur racine de 2, hein, donc I0 sur racine de 2, on a U max est égal à Z fois I, est égal à Z fois I0 sur racine de 2. Donc U max est égal à R3 plus petit r fois I0. Donc Z est égal à racine de 2, facteur de racine de 3 plus petit r. Ça veut dire pour I égale à I0 sur racine de 2,
vous voyez bien que l'impédance, ça sera Z minimum fois racine de 2. Or, pour I égale à I0 racine de 2, c'est cette condition-là qui permet de définir la bande passante. La bande passante, c'est le domaine de fréquence pour lequel l'intensité est égale à sa valeur maximale divisée par racine de 2. Donc voilà, je le rappelle ici. À la fréquence de résonance, ça c'est le courant. Le courant, sa valeur maximale, c'est I0. Et si I est égal à I0 sur racine de 2, ça permet de définir une bande passante. Et toutes les fréquences qui sont comprises entre F1 et F2, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Maintenant, comment se traduit ceci pour l'impédance cette fois-ci? À la résonance, l'impédance est minimale. Et on voit bien que si I est égal à I0 sur racine de 2, Z est égal à racine de 2 fois Z minimum. C'est multiplié par. Donc vous avez Z minimum, racine de 2 fois Z minimum, et vous allez lire sur la courbe, et vous avez directement cette valeur, c'est F1, et cette valeur, c'est F2. Donc déduire la bande passante, c'est Z égale racine de 2 fois Z minimum, égale à 28, donc ce qui implique que delta N ici, est égal à 28 kHz, 2,8 kHz. Bon, il suffit d'aller sur la courbe, sur la courbe qu'on vous donne, voilà. Donc voilà, racine de 2 fois Z minimum, ça vous donne cette valeur-là. Et vous lisez, voilà, vous voyez bien ici 0,2, ici 0, donc cette valeur moins celle-là. Donc voilà la bande passante, c'est cette valeur-là moins cette valeur-là. Vous pouvez vérifier sur la courbe, ça vous donne effectivement une fréquence. D'après la courbe, vous voyez N1 c'est 200 Hz, N2 c'est donc ça c'est donc pardon, ça c'est qu'est-ce que je fais là? Donc ça c'est 2 kOhm, pardon, 2 kOhm, 2,8 kOhm. Donc ça c'est racine de 2 fois la valeur de Z minimum. Et d'après la courbe, vous voyez bien que N1 c'est 200 Hz, N2 c'est 1250 Hz, donc delta N c'est 1050 Hz. Donc voilà pour cette troisième vidéo de la série. Donc j'espère toujours qu'il va vous rendre service, que vous avez compris un certain nombre de points, un certain nombre d'astuces à ne pas faire la confusion. Par exemple ici la bande passante, lorsqu'on travaille avec Z, c'est racine de 2 fois Z et non pas I sur racine de 2 lorsqu'on travaille avec le courant. On a parlé de la puissance, on a parlé des propriétés des condensateurs en série, des condensateurs en parallèle. Voilà, je vous dis très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de liker les vidéos, de les partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.